de boot et surtout de secure boot parce qu'on fait quand même un peu de cyber. On va voir un peu ce que c'est en général et comment ça marche. Ok, rapidement, qui je suis, je pense que la plupart d'entre vous me connaissent quand même. Léo Chéniaud, Draox sur Discord. Je fais des CTF, je suis président de GCC et mes catégories c'est plutôt de l'hardware, du pawn, de l'embarqué. Ça tombe bien, on va parler un peu de tout ça. Pas trop de pawn, mais surtout d'hardware et d'embarqué et de secure boot. Bon, du coup, avec le secure boot, il y a 3 choix. On va voir quand même comment ça fonctionne réellement à l'intérieur. Il y a 3 choix avec le Secure Boot. Le désactiver, c'est ce que font les utilisateurs de Arch quand ils ont la flemme. Utiliser, comme tout le monde, c'est les clés de base et tout simplement tout ce qui est pré-signé. On va voir ce que ça veut dire. C'est ce que je pense la plupart d'entre vous font. Si vous avez Windows, vous avez du Secure Boot activé par défaut. Si vous avez Linux ou si vous avez genre du Ubuntu, vous avez du Secure Boot activé par défaut. Et sinon, vous pouvez utiliser vos propres clés. Mais là, personne ne fait ça. Enfin, quasiment personne. Donc déjà, le Secure Boot, qu'est-ce que c'est? Je vais faire comme tous les speakers cette année. Demander à ChatGPT, c'est ce qui se fait actuellement, c'est à la mode. Donc en 15 mots, ce que c'est le Secure Boot? Secure Boot vérifie l'intégrité du système au démarrage pour empêcher l'exécution de logiciels non autorisés. Bon, c'est un peu long. En 5 mots, ça vérifie l'intégrité au démarrage. En 2, démarrage sécurisé. Bon, ça va, c'était la traduction de Secure Boot, c'était pas trop compliqué. Et puis maintenant, on va voir ça un peu en 1 heure. Bon, déjà, pourquoi on fait du Secure Boot? L'objectif de base d'un malware, qu'est-ce que c'est? On parle plutôt de spyware. Il y a 3 gros objectifs. C'est infecter le système, déjà rentrer, c'est quand même plutôt pas mal pour un malware. Obtenir plus de privilèges et rester dans le système. C'est ce qu'on appelle la persistance. Bon, les 3 critères viennent de moi, donc allez pas prendre ça pour argent comptant. Globalement, c'est ce que la plupart des malwares vont essayer de faire. Donc déjà, on va regarder un peu ce que c'est les privilèges. Les privilèges, en général, quand on pense privilèges, on va penser compte utilisateur, compte route, compte NT system, bref, des comptes privilégiés et des comptes utilisateurs. Mais il y a d'autres types de privilèges. Ça s'appelle les ring level. C'est les privilèges au niveau du CPU. Je pense qu'il y en a une bonne partie d'entre vous qui savent ce que c'est, mais pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est qu'en fait, toutes les applications qui tournent sur votre PC se lancent en Ring 3, donc ce qui s'appelle le userland, et tout ce qui est kernel et driver kernel, etc., ça tourne en Ring 0, qui s'appelle le kernel land. Au milieu, bon, ça compte pas trop, ça existe, mais c'est un peu bizarre, et on s'en fiche pour là. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'il y a des choses qui tournent en kernel land qui sont pas des kernels, notamment des antivirus, des anti-cheats, des antivirus aussi, et des EDR comme CrowdStrike, ce qui a posé un gros problème technique il n'y a pas si longtemps. Je pense que vous en avez un peu tous entendu parler. Bon, du coup, quand on est un malware, qu'est-ce qu'on fait? On va en userland, on arrive, l'utilisateur il clique sur nous, on est content, sauf qu'il y a un antivirus, et l'antivirus, il nous tape dessus. Et non, on a notre malware qui a migré en kernel land, et en fait, il a tué l'antivirus. Dommage. Bon, le truc, c'est que du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire une fois que notre malware est en kernel land? Est-ce que juste on l'a repéré mais on ne sait pas, enfin, comment est-ce qu'on le retire globalement? Bon, bah une des solutions, ça va être de réinstaller le système. Au moins comme ça, on est sûr. On est sûr, non? Et bah pas forcément, parce qu'il y a des magnifiques malwares qui s'appellent des bootkits qui vont dans la chaîne de boot et qui vont avant le démarrage de l'OS et qui continuent à infecter le système même une fois que vous avez réinstallé. Donc vous réinstallez Windows avec un tout nouveau Windows et le bootkit est toujours là. Il permet toujours de récupérer vos données. En résumé, on a notre malware sur votre PC, l'antivirus il l'arrête. En fait, l'antivirus il se fait arrêter par un malware en kernel land. Le malware en kernel land, on réinstalle l'OS. Et non, en fait, le bootkit, il y a du secure boot, donc le bootkit ne passera pas. C'est une des utilisations du secure boot. Bon, il y a d'autres raisons d'avoir du secure boot en réalité. Parfois, c'est plus simple. En fait, tout ce qui est avant le boot, ça tourne, comme on l'a vu juste avant, en Ring 0, donc avec un niveau de privilège qui est énorme. Et donc parfois, c'est juste plus simple de passer par le bootloader que de passer par d'autres systèmes, notamment kernel. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a beaucoup moins de protection en général. Aussi, c'est plus facile de contourner les systèmes de protection. Et aussi, il y a des opérations sensibles qui peuvent arriver avant l'OS, comme par exemple du déchiffrement de disque. Si vous vous dites, ok, cool, mais personne fait ça, honnêtement. Dans les années 2000, quand c'était encore sur floppy disk, les malwares en fait faisaient tout ça. Ils allaient tous dans la chaîne de boot du floppy disk, dans la table MBR. Et hop, c'était fini. Et en fait, c'était super chiant à supprimer. Source, un mec random sur Reddit. Voilà, je vous le dis. Bon, du coup, maintenant, on va essayer de voir un peu comment un PC boot, ce que c'est la chaîne de boot. Et pour ça, on va essayer de démarrer League of Legends. Donc, quand on démarre son PC, qu'est-ce qui se passe? On démarre sur l'UEFI. Je pense que vous l'avez tous déjà vu. L'ancien nom, c'est le BIOS. Depuis 2016, ça a changé de nom parce que c'est passé open source, en fait. Pas vraiment passé open source, mais ils ont migré sur une version open source qui est développée par Tianocore. L'UEFI va démarrer un bootloader. Ici, on veut démarrer League of Legends, donc on va démarrer sur du Windows. Donc qu'est-ce qui démarre? Il démarre WBM, Windows Boot Manager, qui va démarrer un operating system, ici Windows, qui va lui-même démarrer des drivers,
donc comme Vanguard, cette magnifique invention, et des applications comme League of Legends. Bon, là ça va, c'est quand même plutôt simple, et la chaîne de boot, on peut avoir à peu près l'habitude de ça. Bon, quand on est sous Linux, bah, ça marche pareil, sauf que le bootloader, en fait c'est Grub, souvent. Il y en a d'autres qui existent, mais ça peut être Grub. On verra d'autres bootloaders un peu après. Et bon, par contre, on lance pas League of Legends parce que ça tourne pas sous Linux. Bon, quand on fait du dual boot, là, ça devient un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer notre PC, qui va démarrer sur l'UEFI. L'UEFI va démarrer sur le bootloader. Là, on choisit lequel? Parce que est-ce qu'on utilise Windows Boot Manager, Grub? En fait, Windows Boot Manager est fait uniquement pour lancer Windows. Enfin, a priori, je crois qu'il y a des moyens de faire des petits trucs un peu bizarres, mais trop fait pour faire autre chose. Grub est fait pour lancer globalement tout ce qu'on veut. Donc, on peut démarrer sur Grub, qui va après nous proposer un choix entre un Debian classique ou un bootloader deuxième, donc un Stage 2, et qui est notre Windows Boot Manager qui va permettre de lancer Windows. Bon, jusqu'à là, ça va encore. Quand on parle de techniques un peu plus modernes, on va mettre un petit intermédiaire encore en plus qui s'appelle Shim, et on va voir juste ce que c'est, parce que Shim n'est pas là pour rien, il est là pour le Secure Boot. Bon, avant toute chose, il y a plusieurs types de mémoire qui existent. La NVRAM, c'est une puce qu'il y a sur quasiment tous les PC. C'est là où sont stockés les paramètres de l'UEFI. Donc, quand vous modifiez votre mot de passe UEFI, le hash est stocké là-dedans. Quand vous modifiez les paramètres de virtualisation, etc., c'est stocké là-dedans. Bon, tout est stocké là-dedans. Toutes les données modifiables de l'UEFI sont stockées dans la NVRAM. Donc aussi les clés crypto que vous pouvez mettre dessus. Après, il y a la ROM, Read Only Memory. C'est là où il y a le code de l'UEFI. En réalité, c'est pas vraiment que de la read only parce qu'on peut mettre à jour quand même l'UEFI. Mais parfois c'est de la flash, donc on peut aller modifier les données dessus, mais il faut passer par des protocoles assez spécifiques. Et vraiment, du coup, on peut pas le faire comme on veut, on peut pas les modifier. Donc on considère que c'est de la read-only memory, mais qu'on peut quand même reflasher dans des cas très spécifiques pour mettre à jour notamment l'UEFI. Et après, on a des types de données un peu plus classiques, donc des disques durs, où on stocke nos données à froid, que ce soit SSD, HDD, flash. Et après, on a de la RAM qui exécute nos programmes, tout simplement. Le but du Secure Boot, le grand principe, c'est d'avoir une root of trust. Donc c'est vraiment notre premier maillon. Là-dedans, il faut qu'on assume qu'on a confiance. Une fois qu'on a une base de confiance, peu importe où elle est, si on a une première base de confiance, on dit, bon, là, on peut pas corrompre cette base-là. Et si on fait que des opérations crypto entre chaque maillon, normalement, on peut assurer l'intégrité de toute la chaîne. Ça, c'est la théorie, mais il suffit qu'il y ait un maillon qui saute et vous imaginez bien que toute la chaîne saute. Bon, du coup, on a vu un peu, dans les différents maillons, on a vu un peu juste avant ce qui s'appelait Shim, l'UEFI, Shim, Grub, Windows Boot Manager. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est des applications EFI. Et des applications EFI, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est juste un extract de ma partition de disque avec GNOME 10, je crois que ça s'appelle comme ça. Dans ma première partition, il y a un système qui s'appelle EFI System, qui est en fait monté dans mon /boot/EFI. Je suis désolé, je passe un peu côté Linux parce que Windows, je connais pas trop. Mais côté Linux, en tout cas, c'est comme ça. Mais cette partition-là, elle est commune pour Windows et Linux. Elle est montée dans /boot/EFI. Et là-dedans, il y a des points EFI, tenants, qui sont des applications UEFI qui vont être justement capables d'être lancées par l'UEFI. C'est codé en C en général, maintenant c'est un peu codé en Rust. C'est des PE, donc on aurait pu se dire, vu que c'est open source, ça serait des ELF. Je sais pas si vous voyez un peu ce que c'est. Des formats de fichiers. PE, c'est des exécutables sous Windows. C'est un format Microsoft. Bon, ils utilisent le format Microsoft pour des raisons historiques de Microsoft qui lidait un peu tout ce qui était travaux Secure Boot. Et la façon dont on interagit avec, ça c'est via l'API EDK2, mais peu importe, honnêtement. Bon, on voit qu'il y a une deuxième partition à côté qui est toujours un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est spécifique Linux. Elle est montée sur /boot. Donc on a vu /boot/EFI, c'est l'autre partition. Dans /boot, on a ça. Qu'est-ce qu'on a? On a mon kernel. Donc le kernel, qu'est-ce que c'est? C'est l'exécutable Linux. Quand on parle du Linux kernel, il est là. Ça va être un VM Linux, donc un Linux compressé, un kernel compressé, qui est chargé en RAM au démarrage, et une fois qu'il est chargé en RAM, on saute dessus et ça s'exécute. Il ne peut pas s'exécuter comme ça tout seul, il faut aussi un initramfs qui est le début d'un file system qui est chargé en RAM. Donc globalement, on charge l'initramfs en RAM, on charge le kernel en RAM, on saute sur le kernel, et il arrive à se débrouiller avec ça. Il a les premières, vraiment les premiers drivers, les premiers tout qui sont chargés. D'ailleurs, petit fun fact sur le kernel Linux, quand on parle de VM Linux, c'est avec un Z, c'est pour la compression, c'est du gzip, tar-gz. Et en fait, comment est-ce que ça marche? Tout simplement, c'est qu'il y a un petit bout de code qui va faire la décompression au début du kernel Linux. Donc la première chose qui s'exécute, c'est la décompression du kernel Linux. Et après, il y a le kernel Linux. Mais du coup, il s'auto-décompresse, ce qui est quand même assez stylé. Bon, du coup, quand on veut faire du Secure Boot sous Linux, comment est-ce qu'on fait? On a notre root of trust, qui est notre UEFI dans notre cas, qui va aller vérifier l'intégrité
de shim x64.efi. Donc on a vu une application EFI quand je parlais de shim, c'est celle-là dont je parlais. Comment est-ce qu'il va la vérifier? Il va la vérifier à l'aide d'une clé qui est stockée dans DB. On va voir juste après ce que c'est. Il y a beaucoup d'éléments comme ça, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Shim après va aller vérifier l'intégrité de Grub, et Grub après va aller vérifier l'intégrité de notre kernel, de notre initramfs, et après on va pouvoir aller même vérifier jusqu'à l'intégrité de nos drivers grâce à shim. Sans shim, on ne peut pas aller vérifier l'intégrité de nos drivers. De base, c'est pas quelque chose qui est possible. Bon, en fait, là, je l'ai pas mis. Toutes les vérifications qui auront lieu après, c'est à l'aide de shim, parce qu'en fait, shim expose une API qui va permettre de vérifier l'intégrité de n'importe quel composant. Comment est-ce qu'il va faire? En fait, il y a des clés, mock keys, voilà, ça s'appelle des mock keys, qui sont stockées, qui sont gérées par shim. C'est des clés crypto qu'on peut enrouler en tant qu'utilisateur. Je pense que si vous avez déjà installé un VirtualBox sur un PC Linux, vous avez dû manipuler les mock keys. Pourquoi? Enfin, si vous avez du Secure Boot d'activer. Tout simplement, c'est qu'on va ajouter des clés à nous dans cette chaîne de démarrage, et on va pouvoir aller signer nous-mêmes nos propres trucs. Pourquoi? Nos propres drivers, etc., tout ce qu'on veut en fait. Pourquoi est-ce qu'on utilise des mock keys qui sont contrôlés par l'utilisateur, et pour shim est apparu? C'est tout simplement parce que la DB est contrôlée par Microsoft. Donc en fait, on ne peut pas demander à Microsoft d'aller signer une version de Grub tous les 3 jours parce qu'on a modifié un truc. Microsoft n'acceptera pas. Et on ne peut pas non plus leur demander d'aller signer chaque version de chaque driver. Ça ne marche pas. Ils sont beaucoup trop lents pour ça, et du coup, pour un peu de réactivité, il faut qu'on passe par un autre système. C'est pour ça qu'on a quelque chose au milieu qui s'appelle shim, qui va être vraiment l'intermédiaire entre le monde Linux et le monde Windows. Ça a été développé par Red Hat à la base d'ailleurs. Bon, du coup, quand on parle de signature, pour être bien sûr que tout le monde maîtrise le sujet, on a une clé privée, une clé publique. La clé privée, qu'est-ce qu'elle fait? Va permettre de générer la signature. Donc évidemment, comme son nom l'indique, il faut qu'elle reste privée parce qu'elle va pouvoir générer n'importe quelle signature. On a nos données qu'on veut signer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va en faire un SHA-256. On va chiffrer ce SHA-256, donc ce hash, avec la clé privée qu'on a. Et ça va être notre signature. Notre signature, en général, on la met à la fin de nos données. Et du coup, quand on envoie ces données-là, on peut vérifier la signature assez simplement. Comment est-ce qu'on fait? Tout simplement, la public key qui est intégrée n'importe où dans votre système, on la récupère, on déchiffre ce hash, on rehash, nous, de notre côté, les données, et on vérifie est-ce que les hash matchent. Si oui, c'est good, la signature est vérifiée. Et du coup, en général, les clés publiques, elles ne sont pas stockées comme ça de base, elles sont stockées dans des certificats, notamment un format X509, où il y a plein de champs différents. Notamment dans ces champs, on voit il y a des version number, serial number, ça peu importe. L'issuer, ça va être le certificat qui vient avant dans la chaîne, parce que les certificats, du coup, ils sont signés, mais signés par un maillon au-dessus, en général, sauf si ils sont signés, self-signed, donc ils sont signés par eux-mêmes. Et on a validity par période, c'est combien de temps le certificat est disponible, pendant combien de temps on peut l'utiliser. Quand on parle de navigateurs web, en général, ils vont vérifier cette validity période. Quand on parle d'UEFI, c'est jamais vérifié, et en fait, heureusement que ça ne sera pas vérifié, parce que toutes les clés Microsoft expirent en 2026. Donc, globalement, si jamais c'était vérifié, ça serait l'hécatombe dans 2 ans, parce que mettre à jour toutes les clés du monde de Secure Boot, c'est un enfer, et vu qu'elles expirent, ça serait vraiment un enfer. Donc en fait, comme j'ai dit juste avant, c'est toujours un certificat qui signe un autre. Comment ça marche? En fait, là, sur UEFI, j'ai dit qu'il y avait une DB qui permettait de vérifier la signature. J'ai menti. Il y a d'autres clés qui sont avant. Donc il y a la plateforme key qui est auto-signée. C'est le premier certificat qui est tout en haut de la chaîne. Il s'auto-signe. En général, il est détenu par l'OEM, donc le manufactureur de la board, notamment de la carte mère. Microsoft en fournit un aussi, mais c'est rarement utilisé. La plateforme key de Microsoft est rarement utilisée pour une raison très simple, c'est que vu que les manufactureurs ont besoin de pouvoir boot certaines choses custom comme des tests, il faut qu'ils puissent signer ce qu'ils veulent, notamment leur programme de test un peu pété, et donc ils peuvent pas dépendre de Microsoft. Plateforme key, après, qu'est-ce qu'elle signe? Elle signe une KEK, Key Exchange Key, qui là, pour 99,9% des gens, a été générée par Microsoft. Et cette Key Exchange Key va aller signer d'autres choses, donc la DBX et la DB. Donc DB, c'est ce qu'on autorise à booter, et DBX, c'est ce qu'on refuse de booter. On peut stocker 2 choses différentes dans la DB. C'est pas que des clés, on peut stocker des clés, mais on peut aussi stocker des signatures directement. Donc imaginons, on a shim x64, qu'on a vu tout à l'heure. On le signe, donc on met sa petite signature en dessous avec
avec une clé qui est stockée dans Alouette Database, c'est ok. Mais d'un coup, je me rends compte qu'en fait, ma version de Chimix64 qui date d'il y a 3 ans, bah, elle était vulnérable à une attaque. Et bah, tout simplement, je suis un SHA-256 de ce gros fichier du Chimix64. Je la mets dans DBX. Et hop, maintenant on peut plus booter dessus. Parfois aussi, ça peut être utile de juste pas avoir une clé en intermédiaire et juste pouvoir booter dessus via un SHA-256. Ça marche aussi. Il y a 2 clés par défaut qui sont stockées dans DB. La Microsoft Own Key. Donc ça, c'est la clé que Microsoft utilise pour signer ses propres logiciels, notamment Windows. Et il y a la Microsoft Third Party Key qui là est utilisée par Microsoft pour signer d'autres choses comme Shim, comme Grub. Certaines versions de Grub ont été signées, certaines versions d'un peu tout ont été signées. Globalement, ils ont un partenariat avec VeryCrypt pour 99 $. On peut aller signer à peu près ce qu'on veut. Enfin, à peu près. Non, on peut pas signer ce qu'on veut, mais on peut signer. Si on est une grosse entreprise, on peut signer ses logiciels. Bon, il y a des petits problèmes qui surviennent là-dedans, notamment quand la plateforme Key qu'on a vu juste avant, vu qu'elle est tout en haut de la chaîne, vous imaginez bien qu'elle est sensible. Bon, bah ça c'était en 2024. Il y a globalement plus de 200 modèles de PC à travers le monde qui ont eu leur plateforme Key qui a leak. La plateforme Key, elle est commune à tous les PC de toute une gamme de PC de manufactureurs. Donc là, on parle de PC Acer, Dell, Gigabit, Intel, Supermicro, etc. L'update, c'est pas possible parce que c'est la plateforme Key, elle est tout en haut. Donc si jamais on veut update la plateforme Key, il faut update toutes les cakes. On les maîtrise pas toutes. Et si on update toutes les cakes, il faut update toutes les DB. On les connaît pas toutes. Donc on peut pas update tout simplement. Alors comment ça s'est passé ce leak? Et en fait, il y a un développeur qui a tout simplement c'était utilisé pour... La clé était fournie par Ryzen, pas trop pourquoi. Du coup, il y a un dev de Ryzen qui a push la clé sur GitHub. Bravo à lui, c'est toujours comme ça que ça marche. Il a retiré après dans un commit plus tard, mais bon, trop tard, c'est quand même dans l'historique. Après, la clé était protégée par un mot de passe, donc ça va. Elle était chiffrée, la clé. Bon, il y a des mecs qui ont essayé de déchiffrer la clé, et le mot de passe c'était 1, 2, 3, 4. Bon, bravo. Mais en fait, en réalité, c'était une clé test. C'est marqué en gros dessus. Bon, c'est pas marqué Donut Trust, c'est marqué Donut Trust. Donc si jamais vous aviez cette clé dans votre PC, carrément, vous affichez vos clés disponibles dans votre PC et la plateforme Key était marquée avec un gros message qui s'appelle Donut Trust. Donc ça va, c'était une clé de test. Non, ça s'est retrouvé en production sur des millions d'appareils. Donc là, on parle de plusieurs millions d'appareils qui ont plus de Secure Boot du coup. Donc ça se trouve, certains de vos PC sont vulnérables. Quand même plutôt des PC type industriel, enfin pas type industriel, mais ça touche pas non plus tous les PC du monde et ça touche pas tous les PC Acer, tous les PC Dell. Il y a une petite commande sous Windows et sous Linux pour check un peu si vous êtes vulnérable encore. De toute façon, si vous êtes vulnérable, il va falloir régénérer vos propres clés si vous voulez arrêter d'être vulnérable parce que ils peuvent pas update. Bon, du coup, comment est-ce qu'on fait justement si on veut être 100%, si on veut contrôler 100% de ce qu'on fait? Tout simplement, on peut générer notre propre PK, générer notre propre key exchange key et après générer nos propres DB et mettre ce qu'on veut dedans et générer carrément notre propre .EFI, notre propre application EFI. Et après, on en fait ce qu'on veut. Donc, on peut utiliser Shim comme on a vu tout à l'heure. Il y a d'autres mécanismes qui existent comme UKI, c'est Unified Kernel Image. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on met dans le même binaire.efi, on met le kernel Linux, l'initramfs, on met tout, on met le bootloader, un petit U-boot, on met tout ça là-dedans et on dit bon allez, boot là-dessus et débrouille-toi. Ça marche très bien, c'est utilisé dans des pseudo embarqués avec x86 ou Arch aussi utilise ça. Il y a moyen de générer des images Arch comme ça. On peut aussi juste booter sur un U-boot qui est un autre bootloader comme Grub ou tout simplement on signe U-boot et on peut le compiler pour EFI et donc il n'y a pas de problème. Et du coup, si on a toute cette chaîne-là, au moins on est sûr. Par contre, vous ne pourrez pas booter Windows. Il va falloir re-signer Windows à chaque version, à chaque patch, etc. Un peu chiant, mais bon, ça peut se faire. Ou sinon, vous intégrez aussi la clé de Microsoft dans la DB, la Microsoft Own Key, vous l'intégrez dans la DB et vous la signez avec vos clés précédentes. Bon, et du coup, moi, comme j'ai dit, je suis plutôt avec un focus embarqué. Et du coup, dans l'embarqué, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est quand même très dépendant du matériel. Donc là, on va parler principalement d'IMX6, IMX6, IMX8, donc qui sont des gammes de microcontrôleurs, de puces développées par NXP, qui est un gros fabricant. C'est utilisé un peu partout, que ce soit dans les scanners médicaux, dans l'automobile. Enfin bref, c'est utilisé vraiment partout. Dans les avions, il y en a. Il y en a partout. Vous vous souvenez de ça qu'on a vu tout à l'heure? La chaîne de boot un peu compliquée hors dual boot. Bon voilà à quoi ça ressemble en embarqué, c'est quand même un peu plus simple. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est l'IMX 8, je crois. Ouais, IMX 8M+. On a cette puce là qui a un petit bout de code qui va démarrer en général notre U-boot, donc notre bootloader. En embarqué, on ne va pas utiliser Grub, c'est rare.
On va utiliser plutôt U-boot ou d'autres bootloaders, genre Open... Bon, j'ai plus le nom. Bref. Et après, on va démarrer Linux à partir de ça. Bon, et puis parfois, en chaîne embarquée, ça peut être encore plus simple. Juste, on démarre et on boot sur notre firmware. Il n'y a même pas d'OS, il n'y a rien, on boot. C'est ce qui se passe notamment pour les... Alors pour les Arduino, j'ai mis l'exemple. En fait, je n'en suis pas exactement sûr. Il y a peut-être un micro bootloader entre-temps, pas sûr. Mais normalement, pour cible AVR, en général, on peut avoir ce genre de truc. Bon, du coup, comment est-ce qu'on fait du Secure Boot en embarqué? En général, on n'en fait pas, tout simplement. C'est-à-dire que l'embarqué, c'est une grosse composante de safety à la base et pas trop de cyber. Donc on veut que notre composant soit robuste, soit intègre, mais on veut qu'il soit intègre à des attaques, enfin pas à des attaques de quelqu'un, on veut qu'il soit intègre à genre du bit flipping parce que il y a eu quoi que ce soit qui s'est arrivé, je sais pas, un aimant ou quoi que ce soit, qui a flip un bit. On veut pouvoir le détecter et dire ok, notre partition n'est pas intègre. Comment est-ce qu'on fait ça? On utilise du CRC32. Ça marche très bien. C'est un système qui check l'intégrité. Globalement, c'est ce qu'on met aussi à la fin des trames Ethernet. C'est très bien pour vérifier de l'intégrité très simplement. Ça marche. Mais quand on est contre un attaquant qui a plus qu'un PC des années 40 en termes de calcul, ça passe pas trop bien. Pourquoi? Parce que là on voit, là c'est le nombre de modifications qu'il y a à faire sur quelque chose qui est signé entre grosses guillemets via CRC32. Si on fait 200 000 modifications, on a moins d'1% de chance de ne pas avoir une collision. Donc globalement, on a des collisions de partout avec CRC32. Et on peut brute force ça quasiment instantanément. Bon, du coup, comment est-ce qu'on peut faire? Dans l'exemple de l'IMX, en fait, il y a d'autres mécanismes. On a vu tout à l'heure, il y avait des points EFI et l'UEFI. Là, il n'y a pas d'UEFI, il n'y a rien. Tout simplement, on a notre ROM code qui est exécuté, qui est dans la puce et qui est intégré par IMX, qui va démarrer U-boot, qui est notre bootloader. Comment est-ce qu'il va faire ça? En fait, il va aller vérifier sa signature grâce à un mécanisme qui s'appelle HAB pour High Assurance Boot. C'est un mécanisme qui est à la fois implémenté de façon hardware et à la fois de façon software, un peu des deux, il mélange un peu des deux. Donc globalement, le ROM code fournit après une API. En fait, on voit que même U-boot utilisera encore ce HAB pour pouvoir aller vérifier les étapes encore après. Et après, quand on veut aller vérifier des trucs un peu plus gros comme des partitions, on peut le faire. Là où on ne pouvait pas le faire dans le monde normal de l'IT, dans le monde de l'embarqué, ce qu'on peut faire, c'est directement aller carrément vérifier toute une partition. Parce qu'en général, notre objet embarqué, on ne va pas bouger son code tous les 4 matins. On ne va pas avoir un utilisateur qui va se dire tiens, je vais sudo apt install un nouveau truc. Donc, en fait, on fige, on a des OS immutables. Donc les OS ne peuvent pas bouger. On fige la partition qui est exécutable, donc la partition read-only. On met tout ce qu'on peut exécuter dans une partition read-only. On la fige, on la signe, et après on dit voilà, ça ne devrait plus bouger. Et si jamais ça bouge, il y a un problème. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'on peut avoir une chaîne vraiment d'intégrité de bout en bout. Mais il y a aussi d'autres problèmes et surtout on ne peut pas utiliser les mêmes mécanismes parce que faire un SHA-256 de plusieurs centaines de gigas, c'est un peu long. Donc on utilise d'autres mécanismes comme du DMVerity qu'on va voir juste après. Bon, du coup tout à l'heure on voyait les types de mémoire. Les types de mémoire en embarqué, on retire tout ce qui est NVRAM, on retire tout ce qui est UEFI, on retire tout ce qui est HDD, SSD, on garde en général que de la flash. Et surtout on rajoute un type de mémoire qui est un peu fun, qui s'appelle des fuse ou des OTP, One Time Programmable Memory. Une fuse, c'est 32 bits, donc juste 32 bits de mémoire. C'est pas beaucoup, mais sauf qu'elle a une particularité qui est plutôt pas mal, c'est qu'une fois qu'on a écrit quelque chose dedans, on ne peut pas le retirer. Donc, comme son nom l'indique, on peut le programmer seulement une seule fois. Je mens un peu quand je dis ça, parce qu'en fait, il y a moyen de le reprogrammer, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'on va juste mettre des zéros. De base, c'est que des zéros qui sont dans la fuse, donc il y a 32 bits de zéros, et on va juste passer à 1 les bits qu'on veut, et on ne pourra jamais repasser ces bits de 1 à 0. Donc en fait, une fois qu'on a ça, globalement, une fois qu'on a cramé une fuse, c'est comme ça qu'on dit, on ne pourra pas vraiment la modifier. On peut passer un 0 à 1, mais ça ne va pas être très très pertinent dans la plupart des cas. On a aussi un ROM code qui est un peu comme sur l'UEFI, mais qui fait quelques kilobytes, et là qui peut parfois vraiment être en ROM code, donc qui est vraiment impossible de réécrire. On a de la flash, qui est plutôt de la mémoire NAND en général, donc un peu comme sur avec les USB. Et on a de la RAM, qui s'appelle plutôt SDRAM, et qui va avoir tous nos exécutables. Quand on parle de RAM, on embarqué, on est content quand on a quelques mégas. On est très content quand on a quelques gigas. On n'ira jamais aux 4 gigas, 8 gigas, etc. On n'a pas besoin de booter Chrome, donc ça devrait aller.
Et bah justement, on va voir ça juste après. Là, si il est là, justement, c'est que le fuse, c'est plutôt pratique, justement, dans le cadre du Secure Boot. Là, c'était la slide d'après, bravo. En fait, ce qu'on va faire, c'est que pour assurer le Secure Boot, c'est que pendant la manufacture du composant, donc par un intégrateur ou par quelqu'un qui va fournir le produit, donc typiquement, on va acheter son IMX6 ou 8, on va mettre notre code, je sais pas, dans pool connecté. On met notre code dans pool connecté, on est content. Et là, dans ce cas-là, on va aller cramer les fuses. Avec quoi? On va mettre les SHA-256. Donc SHA-256, c'est 256... ouais, alors c'était 30... Bon, bref, je sais plus exactement, mais on peut les mettre dedans. On peut mettre un condensat dedans. Bref, je sais plus, c'était peut-être pas 32 bits en fait de base, mais bon, bref, voilà. Ou sinon, c'est qu'on peut utiliser 4 fuses. Bon, bref, peu importe. On va mettre le hash d'une clé publique et on va la mettre dans cette mémoire programmable qu'une seule fois. Mais en fait, comme on a vu, on peut aller modifier un bit si jamais on veut. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va refaire un hash de nos fuses et le mettre dans une autre fuse. Et comme ça, si jamais on en modifie un, et bah, ça va se revoir de l'autre côté. Et là, vraiment, pour avoir une collision, bon courage, quoi. Donc on met nos hash de clé publique dedans, mais sauf que comment est-ce qu'on fait pour pouvoir vérifier la donnée, parce qu'on n'a pas la clé publique, on a seulement son hash. Et tout simplement, à chaque fois qu'on va vouloir avoir une donnée qui est signée, on va append sa clé publique avec. Donc on va mettre la donnée, la clé publique, la signature et des métadatas comme l'index de la clé à utiliser. Et après on va aller se débrouiller à aller chercher la bonne clé. C'est la slide d'après en fait. On va aller se débrouiller à aller chercher en fonction de notre signature, enfin en fonction de l'index de la clé, chercher la bonne clé dans la bonne fuse, aller vérifier avec un SHA-256 que c'est bien la même que la clé publique qui est mise avec les données. Donc on fait un SHA-256 de notre clé publique, normalement elle devrait être là. Si c'est les mêmes, ok, c'est bon, c'est la bonne clé. Et après à partir de ça, on va pouvoir aller démarrer, on va pouvoir aller vérifier la signature de notre composant de nos données de base, donc là ici U-boot. On va aller vérifier ça avec le mécanisme de signature qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc faire un SHA-256, vérifier déchiffrer, etc. Et si jamais tout est intègre, là, on peut enfin booter sur U-boot. Du coup, on a une étape. Mais en fait, cette étape-là, elle va juste se répéter à chaque fois qu'on va vouloir booter quelque chose d'autre. Sachant que tout ce mécanisme est à la fois intégré, ouais, bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois intégré en hardware et en software, pour être un peu plus rapide. Bon, du coup, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on peut pas réécrire les fuses, donc on peut pas avoir d'attaque physique réellement. Là où quelqu'un qui a accès à votre PC pendant 3 jours, potentiellement, il peut aller réécrire des données dans la NVRAM, il peut aller faire sauter aller faire sauter la puce CMOS, comme à l'époque, pour pouvoir modifier des choses. Bref, il y a moyen de faire des trucs pour vraiment des attaques physiques sur de l'embarqué. En fait, vu qu'on sait pas le produit où est-ce qu'il va être, et on peut utiliser ces fuses, ça permet vraiment d'avoir une protection 100% physique, où là on sait qu'on va pas pouvoir les modifier quoi que ce soit. Donc si on n'a pas d'autres moyens de contourner, tout simplement c'est fini, quoi. On peut pas les modifier l'intégrité de quoi que ce soit dans le composant qu'on a. Bon, le problème c'est qu'on peut très facilement briquer le matériel. S'il y a un bit qui saute ou quoi, c'est fini. Si jamais on maîtrise mal notre chaîne de boot et qu'on se retrouve juste sur un kernel panique et qu'on peut pas aller bloquer avant, c'est fini. Comment est-ce qu'on fait? Bon, potentiellement, on peut aller ressouder des trucs, etc. Mais vraiment, bon courage après. Il y a des recovery modes qui existent, mais pareil, bon courage. Et on a le droit qu'à 3 versions. Comme on a vu, le fait qu'il y ait 4 fuses, c'était pas fait au hasard. C'est que vraiment, il n'y a que 4 fuses qui existent sur AMX 6 et 8. Donc, on a le droit qu'à 4 versions. Une fois on peut dire qu'on retire une clé. Donc, si jamais on a fait une première erreur, on retire une première clé. On fait une deuxième erreur, on retire une deuxième clé. On fait une troisième erreur, on retire la troisième clé. Et là, normalement, en général, la 4e clé, on l'utilise pas. Pourquoi? Parce que on pourra jamais l'assumer techniquement. Donc on évite de l'utiliser pour se dire, on ne sait pas s'il y a encore une nouvelle faille, potentiellement. Après, il faut retirer les composants de la circulation, etc. Ça peut poser d'autres problèmes. Bon, et du coup, l'autre côté de la chaîne, c'était tout ce qui était DM Verity. Comment est-ce que ça marche?